Je vous propose peut-être de vous présenter assez, j'allais dire succinctement, mais vous présenter votre société, sans trop rentrer sur l'aspect financier pour l'instant, mais voilà, pour comprendre ce que vous faites, quel est votre domaine d'activité et poser un peu les bases de la suite. Je sais pas s'il y en a un qui veut commencer. On va laisser la parole à François, sinon on va croire que les Nantais. Non, non, bah, moi je Je suis monopolise la discussion. Allez François, après toi. François, fondateur de la société Trashboard. Ça fait 8 ans que je travaille sur un matériau euh, recyclé qui allie performance et recyclage. C'est-à-dire qu'un matériau qui peut performer en termes de poids, structure, rigidité pour remplacer des matériaux existants tels que l'aluminium, le bois ou le plastique. Et donc j'ai fondé la société il y a 3 ans. Ça fait 8 ans que je travaille sur le matériau. Une fois que j'ai trouvé la recette, j'ai fondé la société il y a maintenant 3 ans et maintenant on est 5. On a un atelier de fabrication. On développe de la machine-outil aussi pour fabriquer notre propre matériau. Et on a le vent en poupe en ce moment. Voilà. Quand tu dis que tu as le vent en poupe, c'est que tu nous teases la suite ou Bah t'as le vent en ouais, poupe on a le vent en poupe, traction commerciale, traction, invest. Ok, Voilà, on a de l'intérêt, on a beaucoup d'intérêt parce qu'on solutionne des solutions à des problèmes. Donc c'est hyper intéressant. Ça montre que ok. là, on commence à toucher un sujet qui est voilà, on a des retours et c'est hyper intéressant et motivant. Ok. Donc toi, tu produis et tu Nous, commercialises aussi en ouais, ton nous, propre nom de marque. on fait tout de A à Z. C'est qu'on n'a aucun sous-traitant, on fabrique tout, on a un bureau d'études, on a un bureau de traitement de déchets, bureau d'études, conception machine et fabrication de pièces. Ok. Et pour comprendre dans ta phase de vie d'entreprise, là, t'en es où? Est-ce que tu as déjà des produits qui sont commercialisés? Oui, Ouais. chez les produits. Alors nous, on communique absolument pas. On est une marque de skate sur la toile. C'est la partie émergée de l'iceberg, mais on bosse en B2B avec des industriels. Donc on leur fabrique des pièces. Voilà. Ok. On leur fabrique des pièces, que ce soit pour le marché du sport, le marché de l'immobilier ou le marché de la mobilité. On fabrique des, on fabrique des pièces en marque blanche, comme on peut dire, pour que eux, Ouais. qui s'adaptent à leur technologie. Donc, du coup, on communique sur l'extérieur sur notre marque de skate, qui est un peu voilà, notre marketing, branding, fait qu'on fait quelque chose et qu'on vend du B2C. Mais c'est une partie très très faible de notre activité, puisque voilà, on parle à des gros poissons de l'industrie. Ok. D'accord. Super. Voilà. Merci pour cette présentation. Kevin, Quentin, est-ce qu'il y en a un qui veut prendre le relais? Eh ben allez, Vas-y, Kevin. Kevin, je suis le cofondateur de Ngo Shoes. Donc Ngo, on est une marque de basket éthique basée à Nantes. Donc j'ai cofondé la marque il y a 8 ans, en 2017, avec mon ami et associé Ronan. L'histoire, elle est née de nos voyages et l'envie de travailler autour de l'artisanat et du commerce équitable. Et donc, on travaille, toutes nos chaussures ont une bande de tissu avec des motifs ethniques entièrement tissés à la main par des artisanes qui se situent au Vietnam, là où vit mon associé, il est à Ho Chi Minh. Le but est de travailler en direct avec tous nos fournisseurs, ils sont tous au Vietnam, d'apporter la transparence à nos clients et de valoriser, de préserver ce savoir-faire artisanal du tissage à la main. On reverse également 2% de notre chiffre d'affaires à une ONG qui s'appelle Saolienne et avec qui on construit des écoles au Vietnam. Donc là aussi, un peu comme les artisanes, plutôt au nord du pays, là où il y a des villages plus marginalisés que dans le sud et Ho Chi Minh qui est une mégalopole. Et on a construit 7 écoles depuis le début du projet avec eux. Donc c'est un peu plus de 300 enfants qui ont pu être scolarisés. Et enfin, on a un bilan carbone qu'on fait tous les ans depuis 2019. Le but étant de diminuer l'impact carbone de nos paires de chaussures, à la fois à la production avec des choix de matériaux et de matières recyclées et biosourcées, mais aussi et surtout sur la durabilité des chaussures, jusqu'à la fin de vie des chaussures, avec la réparation et le recyclage des produits usagés de nos clients. Voilà, donc c'est toutes ces valeurs-là qui ont fait la création de Ngo et qui fait toujours Ngo aujourd'hui. On est commercialisé en digital. On a 2 sites internet, un pour le marché français et un pour le marché allemand, qui est notre deuxième marché. On est présent aussi en magasin chez des revendeurs, des indépendants et des chaînes en France et là aussi en Allemagne.
Et on est présent aussi auprès des entreprises, des CSE, avec des offres de personnalisation possibles, puisqu'on fait beaucoup de collab et de co-branding, notamment avec les clubs de sport, où on a des partenariats avec le Stade français au rugby, le HBC Nantes au handball, on a eu le Tour de France, des artistes aussi, beaucoup d'artistes, et quelques marques de mode également. Voilà pour faire une présentation succincte de Ngo. Ok. Et Kevin, juste, Ngo, ça a quel âge? Tu l'as créé en quelle année? En 2017, donc on a 8 ans, donc on prépare bientôt les 10 ans, ce sera un bel événement. Il va falloir qu'on s'y mette, je pense, l'année prochaine, ce sera en 2027, donc ça approche. Ok. Donc ça va être intéressant aussi de voir les différents modes de financement que vous avez eu, je pense, entre François qui a une structure qui a 3 ans, si je ne me trompe pas, Ouais. Toi qui approche des 10 ans, et puis Quentin, alors Quentin il est presque dans sa seconde vie d'entrepreneur là, avec les actualités récentes. Tu veux nous présenter un petit peu, Quentin, ou Ouais, je peux prendre le relais. comment tu fais le minimum et où t'en es? Ouais, avec plaisir. Écoute, ravi du coup de faire votre connaissance. J'espère que vous m'entendez bien. Moi, c'est Quentin, je suis cofondateur du coup du projet Les Minimums. Notre mission, c'est de faire découvrir le monde aux enfants avec un regard qui se veut le plus positif, bienveillant et inspirant possible. Et donc, on a créé des petits héros qui font découvrir le monde aux enfants avec des magazines, des livres, des jeux de société, des puzzles, des jouets. D'ailleurs, on a fait un peu de jouets aussi. Donc toute la partie produit et puis toute une partie un peu plus contenu. Donc on fait de l'audio, de la musique, on fait des podcasts et on fait un peu de dessin animé nous-mêmes qu'on publie sur YouTube. Et surtout, on travaille sur un dessin animé qu'on essaye de vendre aux diffuseurs. Donc avec l'envie vraiment de créer une franchise le plus 360 possible. La particularité, c'est que quasi l'intégralité de nos ventes se fait en direct consumer. Et un peu sur le même schéma que Kevin, on a une partie de notre modèle qui est les partenariats, les collaborations, en tout cas la partie un peu B2B, où nos petits héros, par exemple, chez Petit Bateau, Aigle ou autres, font découvrir le monde aux enfants et s'intègrent dans l'univers des marques, donc sur des modèles qu'on appelle le licensing. Et pour rattacher ma présentation au sujet qui nous concerne aujourd'hui, pour la partie financement, nous, on est né d'un startup studio qui s'appelle Imagination Machine. Et rapidement, on a bouclé des premiers tours de table. On a levé en carrière, disons, 4 millions d'euros. Et on vient de vendre la société, du coup, à Noël, à un groupe de médias et d'édition qui s'appelle Unique Héritage Média, qui fait, entre guillemets, le même métier que nous. C'est-à-dire qu'eux font beaucoup, beaucoup de magazines pour enfants. Des magazines que vous connaissez peut-être, Picsou, Disney, tous les Disney magazines, le journal de Mickey, etc. Donc des titres qui sont assez iconiques. Et donc voilà, on vient de rejoindre cette société. Donc c'est comme tu disais, Simon, le début d'une nouvelle vie d'entrepreneur qui commence. Donc Bon, la bah, boucle est bouclée, ouais. ouais, ok. Et toi, Quentin, les mini-mondes, en quelle année tu as créé? C'était 6 ans d'aventure. Bon, 6 ans. enfin, je dis c'était, c'est toujours, évidemment, c'est juste que notre rôle a un peu évolué maintenant qu'on a intégré le groupe. On travaille la moitié de notre temps, disons, sur le projet des minimums pour continuer à faire grandir et l'autre moitié, justement, sur la transformation du groupe en tant que tel. On essaye aussi de dynamiser, de moderniser avec les ce qu'on a appris depuis 6 ans chez les minimums. Ouais, d'accord, ok. Bah écoute, t'as fait un beau passage de témoin, un beau relais, parce qu'on voulait amorcer après la partie contexte de la levée de fonds. Tu as évoqué le fait, si je ne me trompe pas, que vous ayez levé 4 millions d'euros. Est-ce que c'est sur les 6 années, sachant que toi, tu as été créé, tu es parti avec un startup studio. Est-ce qu'il y a eu des fonds au début versés par ce startup studio? Est-ce qu'ils vous ont accompagné dans la levée de fonds? Est-ce que tu peux nous dire un peu dans quel contexte ça s'est fait, ces levées de 4 millions d'euros, et si ça s'est fait en plusieurs fois aussi? Ouais, sur la partie financement, en gros, c'est une histoire en 3 temps. Je pense que ça fait un peu plus que 4 millions d'euros, mais en réalité, il y avait un premier tour qui est un tour. C'est un sujet, je pense, qui est intéressant pour tout le monde ici. Si vous êtes plutôt des jeunes entrepreneurs ou vous lancez des projets, c'était un tour de pré-seed, disons, ou de seed. La catégorisation est toujours un peu délicate, mais qu'on fait autour d'un startup studio et avec des business angels, qui devait être un tour à peu près de 200 000 euros, qui nous a permis en réalité de donner vie à l'univers, et donc tout avec notre premier tour de financement, et qui nous a permis d'accélérer. Et très vite, on a eu une fraction assez élevée, qui nous a permis d'aller faire un premier tour de financement, où là, on était sur un tour à 3,5 millions, avec un fonds d'investissement qui s'appelle Utopia, Et ce et, fonds, et la enfin, BPI. ce Ouais. deuxième financement, c'était à quel. Juste pour donner une période un peu Ouais, en après gros, le.
Donc le précide, c'est quasiment le jour 1 de l'aventure. Donc en gros, on part d'un PowerPoint et de bonnes idées et on va chercher des gens qui nous font confiance. Et le premier tour de 3,5 millions, c'est au bout d'un an et demi d'aventure. On l'a initié au bout d'un an, je pense, et il a fallu à peu près 6 mois pour closer. Donc disons que c'est après un an et demi d'aventure qu'on a fait ce premier tour. Et la troisième étape, le troisième tour de financement, en réalité, c'est pas vraiment comme ça que je l'avais pensé. À la base, on voulait refaire un tour de table de 6-7 millions d'euros et qu'on n'a pas réussi à mener à bien. Et donc, on a fait un petit tour de financement en interne, disons un refinancement, qui nous permettait de twister un peu notre business model et de passer d'un business model, je schématise, mais où on investit fortement pour créer quelque chose de très ambitieux, à un modèle où on revient un peu plus sur du rationnel et un modèle qui nous permet de recréer une boîte rentable et qui va vivre pendant de longues années. Donc ça, c'était plutôt une sorte de refinancement interne. Donc en gros, cette levée de fonds, je la décompose, ouais. Cette histoire de financement, je la décompose un peu avec ces trois grands jalons. Ok. Quand tu parles de troisième tour en interne, c'est que vous êtes allé voir des actionnaires qui étaient déjà présents dans la structure? Ouais, exactement. Il y a souvent ce schéma, on pourra en parler, mais quand on fait une levée de fonds, il y a une réalité, c'est que il y a un peu de posture. Il y a la posture où on est superstar, on a un dossier qui est béton, on a des métriques qui sont explosives, et en réalité, lever des fonds, c'est assez facile. Il y a un autre contexte où on a une belle boîte, un beau projet, etc. Mais des belles boîtes et des beaux projets, ils en voient passer 60 par jour. Et donc, le tour de table est très compétitif. Et puis, parfois, l'état du marché fait que, il est plus ou moins favorable. En l'occurrence, là, la période où on voulait refaire un tour de table était moins favorable et donc on n'a pas réussi à aller au bout de cette levée de fonds. Et donc nos actionnaires historiques, pour nous donner le temps de continuer à bâtir des projets, pour nous donner le temps de nous recentrer, etc., nous a refait un financement, nous a donné une reconfié une petite enveloppe, disons. Ouais, ok. Et quand tu parlais on s'est concentré sur quelque chose de plus opérationnel, plus terre à terre, ou en tout cas aller chercher de la rentabilité plutôt que de voir peut-être du développement avec ce tour que tu estimais à 6-7 millions d'euros. Est-ce que c'est vous qui avez pivoté en interne ou c'est aussi avec les sons de cloche, les retours que vous avez eus des potentiels investisseurs est-ce que c'était un peu une demande de typologie d'investissement qui disait recentrer votre projet plutôt que de voir du dev ou est-ce que c'est vous en interne qui l'avez décidé? Bon, quand on initie une levée de fonds, on sent assez vite si ça va être possible, presque possible ou impossible. Et là, très vite, en réalité, on a senti que c'était impossible. Nous, il y avait deux lignes d'investissement qui nous coûtaient très cher et qui étaient plutôt sur une vision long terme. Il y avait un, investir sur un dessin animé. Ça demande beaucoup de financement et beaucoup de temps. Et il y avait deux, passer sur un modèle de licensing. Pourquoi? Parce que quand on veut faire un modèle de licensing, en gros, c'est des deals qui mettent 2 3 ans à être closés. Et donc, on investit beaucoup au début. Il faut une équipe, il faut investir sur des salons, etc. Pour des retombées à 3 ans. Et donc, effectivement, une fois qu'on a senti que cette levée de fonds ne serait pas possible, on s'est reconcentré sur ce qui fait vivre la boîte, c'est-à-dire aujourd'hui l'abonnement au magazine, vendre des visuels, des livres, etc. Où là, par contre, évidemment, tu as un modèle qui est très sain et on a arrêté un peu tous ces chantiers annexes pour se concentrer et revenir à l'essentiel. Mais effectivement, on le sent assez vite quand on attaque ce qu'on appelle un roadshow. On le sent assez vite, je pense, si on est en position favorable ou plutôt défavorable. Ok, merci Quentin. Et bah, tu viens d'employer le terme de roadshow. Je crois que François, tu es en plein dedans. Je suis en plein dedans. Une transition toute trouvée. Ouais. Partager un petit peu. Alors moi, on a été incubé par Techstar, enfin accéléré par Techstar dernier semestre 2024. Donc ça nous a ouvert la voie vers ce roadshow. Un roadshow, nous c'est la montagne russe, hein, c'est vraiment. Ça a été beaucoup de pitch, une data room qui a évolué dans le roadshow. On a plus progressé pendant le roadshow que les 6 mois avant, parce que du coup, on nous posait les bonnes questions, et du coup, on y répondait, et du coup, il nous fallait une traction, donc on allait chercher les clients. Donc, pendant ces 2 mois-là, on a réussi à avoir des belles lettres d'intention de potentiels clients. On a vraiment affiné notre stratégie pays aussi, parce que je sais pas si tu demandais, ok, la pays c'est light, alors proposer plus. Donc nous, on a vraiment plus bossé en 2 mois qu'en 6 mois, 8 mois de développement, et alors qu'on bossait quand même pas mal. Donc ça nous a fait vachement progresser au niveau de cette fameuse data room. Parce qu'ils nous challengeaient, quoi. Donc, ok, on peut avancer pour le next step, mais il faut une stratégie pays. Allez, bam, on travaille sur la stratégie pays. Votre BP, il est un peu
il n'est pas clair sur cette partie, est-ce que vous pouvez bosser cette partie-là? Ben, on plaque, on avance. Alors, OK, pour l'attraction commerciale sur ce point-là, mais est-ce que vous en avez d'autres? Allez, bon, moi, du coup, je vais voir d'autres que j'ai pas vu depuis 2 mois, donc on y va. Donc ça nous a vraiment... on n'avait jamais rencontré des géants de l'aéronautique. Bah, du coup, pendant ce roadshow, on en rencontre un et du coup, on a un potentiel deal qui se marche. Donc, en fait, le roadshow, c'est vraiment là où c'est le money time, quoi. C'est vraiment c'est là où il faut apporter toutes les semaines des bonnes nouvelles, des bonnes nouvelles, des bonnes nouvelles. Et donc, du coup, parce que les investisseurs se connaissent, hein, donc, tiens, par exemple, on a parlé à un fonds, on était un peu trop petit pour eux. Eh ben, ils nous ont fait, pendant ce roadshow, ils nous ont fait au moins 5, 6, 7 introductions, des fonds avec qui je ne m'étais même pas présenté. Donc, du coup, ça fait toujours un peu boule de neige parce que les gens se connaissent, ils adorent le projet, ils disent, tiens, nous, c'est peut-être pas notre portefeuille, mais je te présente un tel, un tel, un tel. Donc, du coup, ça a été vachement. Tu t'adressais plus à des groupements de BA, du coup, de Business Angels? Alors, nous, on est vraiment... Non, pas BA. On est Family Office ou alors VC ou Corporate. Voilà. Je me suis adressé sur ces trois volets-là. Nous, on cherche 1,5 million. Donc, le BA, c'est pas le meilleur. Ou alors, il y a des groupements de BA aussi. Mais souvent, c'est pas les meilleurs. Moi aussi, on va dire que j'ai une envie, hein. Eux, ils ont des attentes, mais moi aussi, j'ai des attentes sur les investisseurs, hein. Je ne vais pas prendre un VC américain qui est là pour faire x3 et nous challenger tous les mois sur notre chiffre d'affaires. Donc, c'est hyper intéressant. On a eu la chance d'avoir un lead qui mène le tour là, donc c'est quand même bien avancé. Mais en parallèle, il faut se dire que jamais rien n'est fait tant qu'on n'a pas assez de sous sur le compte. Donc, on continue à pitcher, on continue à être là, on continue à agrémenter notre data room et ça nous fait vraiment progresser, quoi. C'était vraiment, moi, que ce soit les 3 mois d'accélération Techstar plus les 2 mois maintenant, ça y est, maintenant, ça m'a vraiment fait progresser. Je peux parler de sujets auxquels je ne connaissais absolument rien il y a encore 1 an. Là, ça y est, on commence à toucher, donc c'est super intéressant. Ouais, ce que tu es en train de dire, c'est que finalement, de rentrer dans la discussion avec ces fonds, avec ces investisseurs, ça t'a permis aussi de te caper finalement et bien sûr. d'ajuster tes outils. Ils sont là pour nous challenger, hein, donc du coup, tiens, ok, ton projet est super intéressant. Voilà, on adore le sujet, ça nous parle. C'est génial. Par contre, comment tu fais là? Ok, alors comment tu fais en année 2? On voit que tu as un flottement de trésorerie. Comment tu organises ta série A? Ok, parce que nous, on vient que s'il y a une série A. Ah, bon, d'accord, ok. Donc renvoie-nous un BP. Ok, alors par contre, sur cette traction marché-là, est-ce que tu as 2 acteurs? Parce que 1, c'est bien, mais il en faut au moins 2, et si ce n'est 3. Donc du coup, moi j'appelle, machin. Voilà, ça nous a fait vraiment nous bouger le cul. Comme je dis souvent, moi je travaille bien à l'école, hein, c'est-à-dire que quand on me donne une colle, j'essaie de répondre à l'exercice et de montrer présent. Et après, il faut un roadshow, c'est aussi des bonnes nouvelles, quoi. C'est que dès qu'on a une bonne nouvelle, on l'annonce à tout le monde et du coup on nous rappelle et on fait des reportings. Et dans ces reportings-là, il n'y a que des bonnes nouvelles et voilà, on essaye de construire d'alimenter cette notion de bonne nouvelle, d'équipe qui avance avec des feux verts pour justement aller que le closing se fasse parce qu'ils croient en une équipe. Donc s'ils nous challenge au D1, il faut leur montrer que pendant tout ce roadshow là jusqu'au closing, on a réussi à surmonter leur challenge, ce qui fait qu'ils vont nous faire confiance sur la suite du projet, quoi. C'est mon analyse. Et il y a peut-être aussi une partie séduction qui s'est en fait validée sur ces premiers rendez-vous, parce qu'ils t'auraient peut-être pas demandé de revenir dans un second temps avec d'autres éléments, ils auraient peut-être fermé la porte. Donc tu avais quand même aussi un signal positif au début, quoi. Alors s'il n'y a pas ça sert à rien je pense que ça sert à rien de lancer un roadshow si on n'a pas cette carte-là, hein, parce que si jamais on n'arrive pas à séduire les gens au premier rendez-vous, je sais pas si on va arriver à closer un deal, quoi, parce que c'est quand même, voilà, les gens ils sont là déjà pour le projet, hein. C'est les gens qui ont beaucoup d'argent
Il y en a qui sont là, certes, pour le business, parce qu'ils font pas ça pour ramasser les fleurs. Ils font ça pour du business, mais l'idée, c'est d'aller chercher les gens qui sont peut-être là pour soutenir un projet en plus du business, quoi. C'est qu'il y a quelque chose qui leur a plu. Voilà, on répond à un besoin. Ils se sentent un peu aussi un peu utiles dans la réponse de ce besoin-là. Ça, nous, on y répond puisqu'on recycle des déchets, donc de suite, et on apporte. Nous, on a un fait waouh que dès qu'on touche nos produits, les gens sont assez séduits, mais ils sont séduits aussi par le porteur de projet, hein. Nous, 3 fonds, enfin, qui nous dit, nous, si on investit, c'est toi d'abord, quoi. C'est le fondateur. Le fondateur porte ce projet-là, et Techstar disait un truc, c'est vachement bien, c'est comment lever des fonds. Bah, c'est 1 team, 2 teams, 3 teams, 4 le marché, 5 l'offre, l'innovation, quoi. Donc c'est vraiment l'équipe. Moi, pendant ces 2 mois-là, j'ai réussi vraiment à créer une équipe parce que ça nous a permis de. Je leur ai dit, voilà, il y a 2 mois où il va falloir être bon tout le temps. Il y a une charge de travail qui est énorme. Et ben, du coup, maintenant, on sort de ces 2 mois-là et l'équipe, elle est formée. On est tous dans le même bateau. On a gagné tous des batailles. Donc ça aussi, ça nous a formés à être un tronc commun. Et maintenant, voilà, on a une audit. J'ai présenté l'équipe. L'équipe, ils ont vu qu'elle était là pour affronter tous les challenges qui arrivent. Et donc du coup, voilà, ça nous a vraiment fait progresser jusqu'à l'audit où là, t'as les investisseurs qui viennent avec des consultants te poncer l'atelier, et poncer les bureaux et poncer les papiers. Là, il faut être prêt, il faut être bon, il faut organiser une journée qui se déroule bien. Et il faut qu'à la fin, voilà, c'est pas mal de pression, mais ça nous a fait ranger l'atelier, ça nous a fait nous présenter, ça nous a fait organiser un showroom, ça nous a fait progresser. Parce que maintenant, n'importe qui peut venir et peut voir l'étendue des possibilités de Trashboard, alors qu'avant c'était juste un garage amélioré, mais c'était quand même voilà, c'était. Tu sens un gros gap à tous les niveaux. Ouais, moi je sens voilà. Et ce gap, c'est répondre à les attentes d'investisseurs. Voilà. Moi, il y a 2 ans, je voulais lever, on m'a dit non, il faut un associé, tu lèves pas tout seul, solo entrepreneur, personne viendra. Bah, du coup, j'ai fait un seed où j'ai levé une équipe. Ensuite, tu veux lever des fonds, bah, il te faut une traction commerciale, parce que sans client, tu lèves pas de fonds. Bah, du coup, moi, ça fait 1 an que je bosse pour avoir de la traction commerciale, et donc du coup là, j'ai des acteurs qui sont suffisamment gros pour qu'on me croie. Et après, il faut une techno, il faut une équipe, une techno et une traction, quoi. Donc moi, j'ai pas voulu lever, en seed, hein, sans avoir ces trois volets déjà bien consolidés, parce que du coup, quand je pitch, bah voilà, je monte la vision, mais surtout l'équipe et la traction. Ça fait que voilà, on a l'air insolite, quoi. C'est ça qu'il faut montrer aussi, c'est qu'on a l'air insolite pour pouvoir après il y aura des milestones et voilà, et pour échanger, hein, parce que chaque fois qu'on parle à des VC, c'est quand même VC ou family office ou même des BA, bah voilà, c'est un challenge, hein. Il y a du pognon, c'est pas pour qu'on rigole avec, donc c'est à nous de leur prouver par toutes ces actions qu'on va faire quelque chose de leur pognon, et que quand ils sortiront de cette boîte-là, ils seront plus riches que quand ils sont rentrés avec, hein. Faut pas dire, et moi je les mets toujours au truc, je dis, vous allez porter le projet, quoi. Moi j'ai besoin d'argent, mais j'ai besoin de personne. Prendre de l'argent pour de l'argent, c'est pas très intéressant. Quand on fait rentrer un investisseur, on fait rentrer un peu le loup dans la bergerie, hein. C'est quelqu'un qui va venir mettre son nez, flairer, nous challenger. Bah, je veux que cette personne, ce soit une bonne personne et qu'elle ait une bonne vision, plus que prendre des sous et de se faire rincer à chaque reporting tous les mois parce qu'on n'a pas été bon, et que c'est un data analysis qui va nous faire le board à la place de la personne. Donc c'est voilà, moi je cherche vraiment. Alors on a aussi le confort d'avoir de la trésor. On a
la trésor pendant tout ce roadshow. Donc, du coup, voilà, ça nous a permis d'être confortable en termes de timing. Mais voilà, je cherche des personnes, je cherche un board pour nourrir ce projet-là, plus que des sous. Ouais, tu cherches aussi un apport d'expérience. Bah, c'est le but, hein, c'est le but, hein. C'est pour ça que il y a des VC qui sont plus intéressants que d'autres, il y a des family office qui sont plus intéressants. Nous, on est une startup industrielle, donc du coup, nous, on cherche vraiment ce rapport à l'industrie, ce rapport à la green tech, ce rapport à l'impact. Mais il y a des VC à impact, et que ces VC à impact, il y en a qui sont très, on va dire, deep tech, il y en a qui sont plus industriels, donc c'est un peu aussi... Moi, j'adore dans les pitchs, je fais toujours pitcher le VC avant moi. Comme ça, je vois un peu, parce qu'eux aussi, ils pitchent, eux aussi, ils lèvent des fonds. Un fonds d'investissement, ça lève des fonds chaque année, de plus en plus. Il faut voir où sont leurs portefeuilles. Est-ce qu'ils recaptent derrière aussi? C'est hyper intéressant. Hein, tu vois, on parlait de ça, tu parlais d'avoir un fonds qui remettait en interne, mais c'est hyper intéressant d'avoir des fonds de savoir chez qui ils investissent, s'ils ont recapé derrière, plutôt que d'avoir un fonds qui met une bille et qui dit « Ah bah non, moi c'est bon, c'est fini ». Donc c'est bien aussi de voir quel fonds... Que la sélection se passe dans les deux sens finalement. Voilà, ouais. Pour moi, c'est primordial. En tant qu'entrepreneur, tu puisses choisir le type d'investisseur que tu veux dans ta boîte et avec quelles compétences aussi, quoi. Là, il va y avoir un pacte associé derrière, donc ça veut dire que c'est un mariage. Hein, c'est-à-dire voilà, ces personnes-là vont faire partie de la boîte. Et ils vont avoir une voix dans le board assez importante. Donc du coup, il faut vraiment les choisir, quoi. Moi, je préférerais mettre en pause la boîte pendant 1 an pour essayer de voir comment on peut être meilleur, plutôt que de la sauver de suite avec de l'argent pour pouvoir avoir de la trésorerie, pour avoir... il faut choisir. Quelqu'un m'a dit, quand on lève de l'argent, on fait rentrer le loup dans la bergerie. Voilà, je trouve que c'est une bonne expression, parce que du coup, faut choisir son loup, quoi. Est-ce qu'on en prend un méchant? Est-ce qu'on en prend un agressif? Est-ce qu'on en prend un docile? Est-ce qu'on en prend un riche? Est-ce qu'on en prend un moins riche? Est-ce qu'on en prend un qui va nous permettre de grandir le troupeau et de faire que le troupeau il avance bien, ou est-ce que au contraire ça va être quelqu'un qui va être un peu nocif pour le troupeau et manger une chèvre, on ne sait jamais. Mais voilà, je trouve que c'est important de construire une équipe pour porter ce projet. Ok. Kevin, toi, est-ce que tu as été un peu dans le même cas que François, à chercher des investisseurs qui puissent compléter aussi des compétences ou amener une expertise dans quel... Alors nous, c'est un peu différent. Déjà, pour commencer, le but, c'était de ne pas faire de levée de fonds. En fait, on s'est créé en 2017, on a été tout de suite rentable. Et la boîte a toujours, on a passé les étapes une à une, et la boîte a toujours été en croissance et rentable de 2017 à 2022. Et 2021-2022, on plafonne un peu au-dessus d'1 million d'euros de chiffre d'affaires. Et au-delà de plafonner, pourquoi je dis qu'on ne voulait pas faire de levée de fonds, c'est que moi, la valeur première pour moi de l'entrepreneuriat, c'est la liberté et l'indépendance. Et j'avais peur de perdre ça à travers une levée de fonds. Donc en fait, on s'est financé par, parce qu'il faut se financer, hein, il faut une trésor quand même, par différents emprunts bancaires, Réseau Entreprendre, Initiative Nantes, France Active, la CCI, la BPI. Voilà, on a fait appel à plein d'acteurs, mais toujours sous forme de dette et en passant des paliers petit à petit, avec des montants qui augmentaient petit à petit avec le chiffre d'affaires. Et ça permettait de pérenniser cette rentabilité et de pérenniser l'entreprise. Et entre 2021 et 2022, on voit qu'on plafonne en termes de chiffre d'affaires, mais au-delà de ça, il y avait un sentiment aussi où on voulait faire plus de choses, plus de projets, avoir plus d'équipes, et donc on manquait un peu de moyens. Et c'était un peu frustrant de ne pas pouvoir aller au bout, de ne pas pouvoir accélérer, de ne pas pouvoir aller faire plus de choses tout simplement, hein, ce côté entrepreneurial et passionné. Et donc pour ça, il fallait de la trésor, et à un moment aussi où les emprunts bancaires, ça c'est limite en termes de montant et au global, et puis voilà, passer certains, aller chercher 500 000, ça va encore. Dès que tu vas aller chercher 1 million, c'est un peu plus compliqué. Donc c'est la raison pour laquelle on s'est lancé dans une levée de fonds, mais tout de suite par contre en se disant que on préférerait une multitude de petits acteurs plutôt qu'un gros acteur, donc un fonds d'investissement, pour garder justement cette liberté, cette indépendance.
Moi, justement, je ne suis pas tout à fait d'accord avec le loup dans la bergerie. Moi, je n'ai pas cette impression du tout. Et parce qu'on a été chercher ça. C'est-à-dire qu'on voulait justement pas ça. Je voulais pas une vision de ma première levée de fonds comme le loup dans la bergerie. Aujourd'hui, j'ai des partenaires, dont certains sont à mon comité stratégique. Et c'est des partenaires qui m'aident, qui me conseillent. Mais évidemment qu'ils ont envie de gagner de l'argent, que ça se passe bien. Mais j'ai pas du tout l'impression d'avoir des loups. Je leur confie tout. Je suis transparent. Je suis aussi transparent sur mes émotions, mon moral quand ça va moins bien. Enfin voilà, c'est vraiment des partenaires, de même titre que mes partenaires bancaires et autres. Donc voilà. Et ça nous a pris un peu plus d'un an. On a clôturé fin 2023 pour 1,2 million et donc principalement des business angels de réseau nantais. Et aussi, on a ouvert le capital à qui voulait, donc sur l'ITA, donc en crowdfunding. On voulait ouvrir le capital à nos clients, à nos proches, aux gens qui nous suivent, en se disant que ça allait aussi devenir les plus gros ambassadeurs de la marque, quelque part. Et c'est le cas. Donc c'est la façon dont on a fait notre première levée de fonds et ce qui fait qu'on a la partie crowdfunding, tu l'as faite dans un second temps après les BA ou Non, en même temps. Alors on a tout fait en même temps, mais c'est la partie crowdfunding qui a pris le plus de temps parce qu'il faut dealer avec la plateforme de la même manière qu'on deal avec des business angels et autres. Et sauf qu'après, une fois qu'ils sont partants, il faut créer la campagne, avoir le temps de la campagne. Et en fait, il y a tout un temps de communication, etc., qui fait que c'est beaucoup plus long. Et c'est d'ailleurs ce qui nous a fait prendre du retard sur la levée de fonds et qui aurait pu être problématique parce qu'on a fini en 2023. 2023, c'est quand même une année où économiquement, ça commençait à se tendre et on l'a senti. C'est-à-dire qu'au moment où on lance les choses fin 2022 et on clôture fin 2023, j'ai vu quand même que dans la perception de l'avenir économique de la part des investisseurs, il y avait quand même une tension et donc il fallait quand même vite clôturer. Et les business angels, on pouvait clôturer avant l'été 2023 et au final on a clôturé en novembre avec la campagne de crowdfunding. Donc il était temps quand même qu'elle se termine. Et au final d'ailleurs même ce qu'on a fait, ce qu'il faut savoir, c'est que les business angels, il y en a aussi beaucoup qui investissent parce qu'ils ont revendu par exemple une boîte et ils ont un temps donné pour réinvestir une partie de leur capital pour bénéficier d'un crédit d'impôt, etc. Sauf que certains d'entre eux avaient des deadlines et donc la crowdfunding traînait et donc en fait on a fait la levée en 2 fois. Donc ça a été des coûts et de l'administratif pour rien, mais pour garder ces investisseurs qui étaient en plus ceux qui avaient mis le plus gros montant individuellement, on a fait une première clôture pour refaire une deuxième clôture 1 mois après. Mais bref, c'est juste des notions administratives, mais c'est des détails qui, mine de rien, comptent. C'est-à-dire que dans une levée de fonds, faut savoir que ça va prendre du temps et de l'énergie et du coup avoir plus de trésor finalement que nécessaire pour passer ce cap-là. Parce que là, en l'occurrence, si ce n'était pas le cas, en fait, cette levée de fonds aurait pu nous mettre en difficulté économique parce que moi, je pensais qu'on allait clôturer avant l'été et en fait, on a clôturé 6 mois après. Ouais, et ça, c'est plus le crowdfunding qui t'a fait prendre un peu de retard là-dessus. Ouais. Tu as eu moins, alors vous n'étiez pas sur les mêmes typologies de phase de maturité de projet, mais tu as eu moins de co-construction avec les BA. Tu es venu avec des outils déjà capés et il y a eu quelques ajustements. Comment ça s'est passé ? En fait, déjà les BA, ce qui fait que ça a été plus vite et ce qui les a vite rassurés, c'est qu'en fait on était déjà rentable. On avait déjà plusieurs bilans rentables avec du chiffre et en croissance. Donc en fait, ils achetaient pas, on n'était pas dans un cas start-up. Nous, on finançait de la croissance. Nos projets, c'était d'aller, en plus de la chaussure, de la basket, d'aller sur de la bagagerie, donc un projet de diversification de produits. Et en plus du marché français, d'aller sur de l'export, avec notamment l'Allemagne, mais pas que. Donc une diversification marché géographique. C'était vraiment là où on voulait aller et on avait besoin de plus de fonds pour de la croissance. Donc c'est une approche qui est différente et qui, au vu du contexte, est peut-être plus rassurante pour eux. Donc ça a été assez vite. Et nous, on cherchait aussi auprès d'eux, en effet, tu l'évoquais tout à l'heure, on voulait structurer notre gouvernance, se faire conseiller, avoir un comité stratégique tous les trimestres et donc de mettre à notre board des gens qui auraient des compétences complémentaires. Et une chose est sûre, je rejoins François là-dessus, c'est que ça aide beaucoup à se structurer et à formaliser
toute sa démarche, sa stratégie, son reporting, sa gestion. Enfin, aujourd'hui, je fais des choses que je faisais pas avant la levée de fonds, pas pour leur faire plaisir, parce qu'en fait, une fois que tu as d'autres personnes à ton capital, il faut le faire, mais en fait, tu te rends compte que tu le fais pas pour eux, tu le fais en fait pour toi, parce que c'est indispensable, c'est nécessaire pour avancer, pour structurer ta démarche, et en ça, j'ai extrêmement appris. Je vais pas parler moi de mon parcours avant 2017, donc avant Ingo, je travaillais en cabinet d'expertise comptable. Donc, tout ce domaine de la gestion financière, etc., c'est mes compétences premières. Pour autant, j'ai jamais autant appris qu'en créant ma boîte, et surtout depuis cette levée de fonds où ça m'a aidé vraiment à structurer la démarche financière. Ouais, d'accord. Donc on ressent aussi cette notion d'apprentissage forte pendant cette levée, à la différence que ouais, toi, tu étais plus sur construire un second étage de la maison Ngo qui était déjà existante, quand François était plus encore sur ce premier étage et sur son lancement, en fait, finalement. Ouais, tout à fait. Mais le levée de fonds, finalement, ça peut intervenir à toutes les phases des entreprises. Et il y a 1000 manières de faire une levée de fonds et de percevoir une levée de fonds, la preuve dans nos 3 discours. Donc c'est ça qu'il faut vraiment. Je pense que la levée de fonds, faut pas la penser en termes de. Déjà, c'est pas un résultat, ça c'est certain, c'est un moyen. Et à quoi ça nous sert? C'est surtout ça la question auquel il faut répondre. À quoi ça sert à la fois l'entreprise, mais aussi à titre personnel, parce que derrière il y a aussi des enjeux. Là, Quentin est sorti. La question se pose, c'est est-ce que je fais une levée de fonds pour demain sortir dans 3 ans, dans 5 ans? Est-ce que je veux rester de toute façon capitaine du navire? Est-ce que je veux être minoritaire, majoritaire? Enfin voilà, il y a des questions quand même d'aspiration personnelle et de choix de vie professionnelle derrière. Ouais. Et cette vision long-termiste, du coup, savoir ce que tu veux faire plus tard aussi, Ouais. de savoir vers quel type de levée tu vas aller aussi. Oui, complètement. Même si, bon, on ne peut jamais prédire, et là aussi l'expérience de Quentin le montre, c'est que ce n'était pas le but premier, il a réussi à pivoter, à s'adapter aussi au contexte. Donc c'est sûr qu'il y a toujours des aléas et on ne sait jamais comment une levée de fonds va être perçue, encore plus en ce moment, où c'est sûr que c'est une période peut-être moins propice qu'il y a quelques années où les boîtes se survalorisaient et que c'était un peu plus facile d'aller lever de lever les fonds, même si c'est de toute façon jamais facile, c'est certain. Ouais, ok. Et il y a une question qui se pose, comment est-ce que vous avez ciblé, une fois que vous avez dit, ok, je vais partir sur une levée de fonds, j'ai un besoin pour la boîte, pour franchir une nouvelle étape, pour mon développement ou pour mon lancement, comment est-ce que vous ciblez les fonds que vous allez chercher? Quentin, je sais pas si tu as... Alors, c'est un peu particulier, parce que toi, tu as décidé d'intégrer un startup studio, mais c'est aussi un choix, finalement, et à travers lequel tu avais peut-être déjà cette vision de levée. Ouais, et puis je pense que sur l'ensemble des difficultés, tu vois, qu'un roadshow, une levée de fonds, etc., le fait de spotter les bons VC qui te correspondent, je pense que c'est sûrement une des parties les plus faciles du job, en vrai. Tout ça est quand même assez bien documenté. Un fonds d'investissement, c'est assez facile de savoir à la fois si, il met les montants qui correspondent à ce que tu cherches. Souvent, les VC, il y a un peu de trucs. Il y a est-ce qu'ils mettent le même montant que ce que tu as besoin? Et en deux, est-ce qu'ils ont une thèse de financement qui est assez proche? Et je prends l'exemple très concret pour nous. On a très vite spoté 2 types de fonds. Un, les fonds à impact et deux, les fonds consumer. Et donc ça, c'est assez facile de les spotter. Et ensuite, deux, nous, c'était plutôt un premier tour de table, plutôt un site série A. Et donc, en fait, si tu croises les fonds à impact, consumer et série A, tu arrives vite à une première liste qui te permet de savoir un peu à qui tu parles. Et effectivement, il y a intérêt quand même à faire ce temps en amont de savoir à qui on parle, parce que sinon tout ça c'est du temps. C'est-à-dire qu'on peut voir des fonds d'investissement qui sont un peu hors thèse, un peu sur des montants différents. On se dit, ah, ça peut quand même valoir le coup. Ça peut valoir le coup, en effet, il peut y avoir des coups de chance, etc. Mais il n'empêche que tout ça c'est du temps. Ça peut être des demandes en plus, ça peut être des gens qui vont te demander une nouvelle documentation et tout ça. Et donc, le temps, c'est un peu l'ennemi sur une levée de fonds. Kevin, je crois que toi t'en parlais. Effectivement, une levée de fonds, faut compter quasiment un an, en vrai. Et si par exemple, moi je sais qu'on était un duo de cofondateurs, quand je pars en roadshow, je pense que c'est au moins 50% de mon temps, c'est que le roadshow. C'est-à-dire que pendant un an, quasiment, je fais quasiment rien d'autre en vrai que de lever des fonds, surtout que les 50% de ton temps restant est tellement obnubilé par tes levées de fonds et tout ce que ça implique et tout ce que ça va changer dans ta boîte. En vrai, t'es beaucoup moins dedans. Donc en théorie, donc c'est sûr que bien préparer en amont sa data room, son discours, quand tu deck, enfin avoir un peu tout, et deux, bien spotter les fonds pour pas trop se disperser, je pense que déjà c'est un gain de temps qui est énorme parce que la clé c'est l'efficacité sur cette période-là. Ouais, ok.
Ouais, c'est vrai qu'avec le temps que tu y passes, tu as aussi le risque d'être moins concentré sur ton activité et que ta boîte finalement devienne moins sexy au fil des mois, au fil des années, si ça Ouais, peut. et puis mine de rien, ouais, c'est du stress, c'est beaucoup de demandes complémentaires. Il y a aussi pendant ce temps-là parfois savoir gérer l'équipe. Est-ce que l'équipe est au courant ou pas? Si elle est au courant, forcément l'équipe doit savoir un peu ce qu'il en est. Tout ça, c'est des choses à gérer. Donc quand on est en repos, on est quand même évidemment moins concentré sur sa boîte. De l'intérêt parfois d'être deux cofondateurs au moins. Et notre Mm. cas, j'ai pu comprendre à tous parce qu'effectivement, il y en a un qui peut continuer de mener la barque, et l'autre qui peut être un peu plus dans le processus de la levée de fonds. Mais effectivement, tout ça est très chronophage. Et on a beau dire que les levées de fonds, bon, le but c'est d'aller vite, de lever vite de l'argent, d'aller vite dans le déploiement, etc. Oui, ça va vite, mais en théorie, en fait, pour avoir levé des fonds plusieurs fois, je vois quand même que le 1 an est pas vraiment compressible, le temps de travailler la doc, de rencontrer les VC, les allers-retours, et après il y a la phase aussi de due deal, en fait, jusqu'à la fin, c'est-à-dire qu'il y a un peu deux phases, il y a la phase où on pitch et on a une sorte de promesse, mais en fait, cette promesse, elle vaut quand même pas grand-chose. Donc on peut pas célébrer à ce moment-là, et après, il y a une phase un peu plus formelle d'audit, qui reprend vite de 3 mois, en vrai, et jusqu'à la dernière minute, les fonds peuvent se rétracter, et je connais pas mal d'entrepreneurs qui ont eu comme ça des mauvaises surprises à quelques jours avant d'avoir l'argent sur le compte. Donc en réalité, cette année-là, c'est une année qui est quand même très intense émotionnellement, en vrai. Et Ouais. si je peux rebondir, Quentin, sur ce que tu dis, finalement, une levée de fonds, il y a certes une partie financière au préalable et de pitch, mais en fait, ça, c'est la partie limite la plus rapide et la plus facile. En fait, le plus dur, c'est la partie juridique derrière. C'est limite une levée de fonds, c'est quasiment que du juridique. C'est-à-dire que, à la limite, s'il faut un bon conseil, c'est un bon avocat spécialisé là-dedans qui va accompagner sur tous les contrats et les clauses. Et en fait, on pense être mis d'accord sur des valos et des notions financières, mais en fait, on peut tomber en désaccord sur des clauses dans le pacte d'actionnaires et dans les différents documents qui sont créés à la fin de la levée de fonds. Donc en fait, en effet, c'est jamais fini jusqu'au bout. Ça peut vraiment retarder encore plus la levée de fonds. Et je pense que le meilleur des... Ouais, il faut vraiment un bon conseil juridique et avoir ça Ouais. à l'esprit parce qu'on pense financier alors que c'est vraiment le juridique qui peut conseiller. Et Ouais, quand je toujours un parle peu. de conseil financier, tu peux avoir le meilleur. J'ai eu des très bons avocats, je connais des très bons avocats, mais le meilleur avocat, c'est celui qui explique aussi. Parce que ce qui est compliqué, c'est comme si le financier, toi, Kevin, tu es expert comptable, donc tu dois avoir des notions quand même de contrat et de ce que peut être un deal, etc. Moi, je suis ingénieur, donc c'est des choses, mais c'est des années-lumière de ce que j'ai pu apprendre. Donc, ce qui est important, c'est d'avoir un bon avocat, mais surtout qu'il soit pédagogue, qu'il passe du temps à comprendre, parce que tu vas te trouver avec des paperasses comme ça, mais il faut que tu les comprennes pour pouvoir les négocier, parce qu'à la fin, c'est toi qui fais un call avec le mec, dire bon, alors attends, on m'a mis un red flag là-dessus, tu as compris la clause et tu peux rebondir dessus. Et ça, je pense que c'est vraiment aussi une grosse part de la levée de fonds, c'est apprendre tout le langage, le lexique financier qui permet aussi d'aller plus vite dans la compréhension et de ne pas passer pour un âne quand tu vas parler de due diligence et des choses un peu plus factuelles, quoi. Donc, hyper important d'avoir un bon avocat, mais encore plus important d'avoir un avocat avec qui tu peux parler ouvertement et passer 1 heure, 2 heures, 3 heures au téléphone pour comprendre de quoi on parle. Ouais. Vous ouvrez un peu là une des questions qui était avec qui, de qui vous vous êtes fait accompagner, entourer, qui est-ce qui vous a aidé? Vous avez évoqué la partie juridique. Euh, et cet accompagnement, ouais, il est important. On a évoqué le fait de cibler les fonds dans un premier temps, d'avoir les bons outils. Vous avez évoqué souvent la data room avec, j'imagine, les pitch deck, BP et compagnie dans cette data room. Et dans l'accompagnement, là, vous avez évoqué la partie juridique. Quels ont été aussi vos meilleurs alliés, sachant que on a évoqué le fait que c'était chronophage, énergivore. J'imagine que de se faire accompagner ou de se faire épauler par certaines forces, ça peut aider. Vous avez évoqué le juridique. Est-ce qu'il y a d'autres Moi, j'ai envie de. Enfin, moi, j'ai appelé une avocat pour faire mon premier précide. Elle m'a dit attends, je te présente une autre avocat parce que moi, je rentre dans la boîte. Donc, j'avoue que ça a été un bon partenaire. L'idée, c'est d'avoir une équipe, quoi. Moi, j'ai construit une équipe pour arriver sur cette levée de fonds. C'est-à-dire que j'ai pris un directeur technique, un polytechnicien qui est dans la boîte, qui investit en précide, et donc maintenant qui va en franc avec moi. Donc ça, c'est hyper important parce que c'est quelqu'un de solide. J'ai une avocate qui est dans l'équipe aussi au board et qui nous conseille
parce que c'est devenu sa boîte. Donc, c'est hyper important d'avoir des gens qui sont impliqués. Il y a énormément de consultants externes et je me suis fait encore à midi, mais tiens, moi, je fais partie d'une banque d'affaires, je te présente, je prends un pourcentage, mais alors ça flaire tous les points et moi, je suis assez fermé à ce genre de ça et je suis hyper sollicité. Mais c'est hyper important d'être accompagné juridiquement par des gens qui sont ton avocat, mais aussi des gens qui sont aussi proches de la boîte, quoi. C'est-à-dire que ce soit un mentor, que ce soit je sais pas, quelqu'un même de la French Tech, ou que ce soit quelqu'un de notre pépinière sur lequel on est, que ce soit quelqu'un de l'incubateur. Hyper important aussi d'avoir des bons mentors en incubateur, mais c'est vraiment d'aller trouver, sachant qu'à la fin, on va se faire conseiller, mais le bon conseil, il va toujours vous mettre devant le choix, parce que c'est le fondateur qui a le choix. Le plus important, c'est de comprendre de quoi on parle, comprendre de quoi on parle. Tu vois, entre Kevin et moi, on a 2 stratégies radicalement différentes de levée. Moi, je voulais absolument pas DBA. Lui, il veut DBA. Donc, ce qui est important, c'est lui, c'est sa vision. Et c'est ça qui est important. À la fin, on peut avoir plein de conseillers, mais à la fin, c'est le fondateur qui va prendre la décision et qui va l'idée. Mais il faut trouver ces gens, des mentors. J'avoue que les mentors, c'est quand même pas mal de trouver des gens sur qui on peut s'appuyer, que ce soit rémunéré ou pas. Il y a des advisories qui peuvent être advisories, pas des consultants, qui peuvent être rémunérés et qui sont très, très intéressants, mais à la fin, ils vont vous challenger parce que c'est nous, enfin, vous, fondateurs, qui avez le dernier rôle, qui avez le dernier mot. Donc l'important, c'est de comprendre de quoi on parle, poser les questions et à la fin appuyer sur le bouton. Ok. Kevin, Quentin, est-ce que vous avez eu des alliés forts comme ça qui vous ont aidé sur cette période? Opérationnellement ou moralement d'ailleurs? Nous, moi je l'ai évoqué, il y a notre avocat qui a été d'une grande utilité dans la négociation et sur la partie juridique à la fin. Mais limite, il prenait même des sujets financiers, parce qu'en fait, un avocat, ce genre d'avocat, ils ont quand même des notions financières et ça va plus loin que juste une partie juridique. Donc lui, ça a été notre principal allié dans cette période-là. Notre cabinet d'expertise comptable aussi, surtout au début pour faire le BP, donc le business plan, et puis la valorisation de l'entreprise. Et après, ça a été beaucoup Réseau Entreprendre. Donc nous, on est lauréat du Réseau Entreprendre Atlantique. Et j'ai eu besoin d'avoir des gens qui aient un regard extérieur sur le pitch et le pitch deck. C'est-à-dire que du coup, je faisais des entraînements pitch et on me faisait des retours. Et également sur les documents, en fait, il y a la nécessité d'être très succinct, d'aller à l'essentiel, de comprendre tout de suite c'est quoi la proposition de valeur. Et des fois, quand on est à l'intérieur de la boîte, on veut un peu tout dire, tout montrer, mais ok, mais c'est quoi le focus, par quoi on attaque, sur quoi on met l'accent. Et je sais que la personne qui m'a accompagné chez Réseau Entreprendre, alors c'était des fois un peu perturbant, challengeant, parce qu'on a l'impression de devoir tout refaire, de tout recommencer, que c'était jamais bon, etc. Donc c'était des fois des rendez-vous un peu durs et un peu stressants, mais ça a été extrêmement utile. Et on a vu que sur les 1 an de la levée de fonds et au fil des pitchs, en fait, on progressait et on était bien meilleur dans nos réponses et dans la présentation de l'entreprise. Donc, Réseau Entreprendre pour le regard extérieur, le cabinet d'expertise comptable pour la partie financière et le conseil juridique pour le juridique, mais aussi un peu quand même la partie financière, notamment avec la valorisation de l'entreprise. Ok. Quentin, toi? Moi, j'ai eu la chance d'être au sein d'un startup studio. Donc, en réalité, j'avais déjà pas mal d'expertise autour de moi, que ce soit à travers le startup studio, mais aussi avec tous les entrepreneurs qui étaient diplômés au startup studio. Donc, j'ai pris beaucoup de conseils auprès d'entrepreneurs. Parce qu'en réalité, les erreurs qui sont faites ont souvent été faites avant nous. Donc, ça m'a beaucoup aidé. Je sais pas, si on prend l'exemple d'une levée de fonds, ça dure 1 an et pas 6 mois. Ça, en fait, typiquement, c'est quelque chose qu'on peut anticiper parce que ce genre de mauvais timing, beaucoup l'ont vécu avant. Donc, beaucoup rencontré d'entrepreneurs en amont. Parce que ce qui se dit dans les annonces madinaises, c'est rarement ce qui s'est passé dans la réalité. Donc, c'est beaucoup mieux d'avoir des offres d'entrepreneurs. En deux, effectivement, sur mes premières levées de fonds, je l'ai fait tout seul. J'avais juste des bons avocats et je vous rejoins là-dessus, évidemment.
Et là, pour l'exit, j'ai quand même testé le format avec une banque d'affaires et j'ai été ultra content de l'accompagnement. Mais si c'était à refaire, je pense que lever de fonds, je préfère quand même le gérer tout seul parce que je pense qu'il n'y a personne de mieux qu'un fondateur pour incarner la vision, porter la boîte, etc. Et que lever des fonds fait partie du job d'un cofondateur. Il faut savoir le faire. Mais bon, écoute, le format, en fonction aussi après des qualités de chacun, le format de trouver une banque d'affaires qui nous représente ou autre, peut être un format à explorer quand même. Je pense que chaque cofondateur a une personnalité. Oh, je crois que Quentin a coupé. J'ai cru que c'était moi, mais je crois que ça vient de chez lui. Quentin, ok. Il était en train d'évoquer la différente. Et donc, il faut connaître un peu de chacun pour être à l'aise avec ça. Ok, on t'a retrouvé, Quentin. On t'a perdu un petit peu, mais on a compris le message, donc merci. Et Excusez-moi. non, non, pas de souci. Avant d'ouvrir sur quelques questions, ouais, je vois que le temps a filé vite en fait. Je voulais juste avoir un petit retour aussi sur votre vécu perso en tant que personne, parce que là on parle d'affaires, on parle de business. Comment ça se vit moralement, une levée de fonds, et quel impact ça a dans votre vie perso? Très rapidement, enfin un peu Horrible. rapidement là-dessus, mais je veux bien une petite. Moi j'en chie, hein, j'avoue que c'est dur. C'est très dur parce que c'est les roulettes russes et c'est hyper prenant. Ça prend énormément d'énergie parce qu'on apprend à tout le temps. Moi, ça me prend énormément d'énergie. J'avoue que c'est très fatigant cérébralement. Il y a des hauts, il y a des bas, donc on peut avoir une TS, un projet de TS, finalement, elle n'est pas signée parce qu'il y a une clause qui n'est pas bonne et on lâche pas. Il y a des choses qu'on doit apprendre sur le tas, donc la clause de reaching, voilà, il a fallu l'apprendre. Moi, c'est hyper chronophage pour moi parce que je viens pas de ce milieu-là. Donc, c'est quelque chose que je ne connais pas et que, comme vous l'avez dit, je dois connaître sur le bout des doigts parce que c'est ma boîte, c'est moi le fondateur. Donc, c'est à moi de. On ne joue pas aux cartes, hein, je suis obligé de comprendre toutes les clauses, tous les mots. Je suis obligé d'aller au combat parce que c'est pas l'avocat qui va, c'est toi. Donc, moi, je fais des calls avec les VC, je leur dis que ça, c'est pas bon, ça me va pas. Donc, c'est très chronophage et surtout énergivore. Voilà. C'est vraiment quelque chose qui me prend beaucoup d'énergie parce que c'est pas de mon domaine. Je ferais de la finance, ce serait plus simple pour moi. Okay. Mais, comment tu sors la tête de ça, du coup, quand tu as besoin de je pense que je sors pas la tête, en fait. Je sors pas la tête, je suis dedans jusqu'à ce que ce soit fini. Une fois que ce sera fini, ma première levée, le précide, encore c'était une équipe, ça a duré 2 mois et c'était dur. C'était dur parce qu'il y a des clauses, voilà, c'est la négociation, donc il faut être là et celle-là, quand elle sera finie, je vais souffler après. Mais pour l'instant, on est vraiment la tête dans le guidon et tant que c'est pas fini, je reste sur le qui-vive et je serai pas chill, quoi. Ok, à fond et tout soufflera après. Voilà. Alors, c'est peut-être pas la meilleure stratégie, hein. Kevin a l'air plus relax par rapport à ça, ou je sais pas, c'est parce qu'il non. Malgré qu'en effet, ces sujets me parlent et je viens de là, je l'ai pas vécu de façon beaucoup plus sereine que toi. Je dirais qu'il y a 3 phases. Il y avait d'abord la phase de lancement où là, il y a une excitation, un engouement parce qu'on dit ça, nouvelle étape de la boîte. On met en place les projets, on y va avec beaucoup d'énergie et d'entrain et de motivation, et heureusement, parce que vu ce qui nous attend, vaut mieux être dans cet état d'esprit au début. Après, il y a le pendant où en fait on a beau. Alors moi, j'ai appelé beaucoup de monde malgré que je vienne de là, j'ai appelé beaucoup de monde pour savoir comment ça se passait et avoir des feedbacks. J'ai notamment appelé Quentin d'ailleurs, qui m'avait donné 2-3 feedbacks, donc merci Quentin. Donc l'accompagnement, c'est aussi ça, c'est de se faire d'écouter, d'avoir des retours d'expérience. Et c'est vrai qu'il y a toujours un décalage entre l'image qu'on se fait et ce qu'on nous dit. Et on a beau nous dire c'est long, ça va être dur, etc. On s'imagine quand même pas autant. Et j'avoue que moi, pendant, et ça a été un peu les émotions étaient un peu changeantes. Il y a des fois on y croit, des fois on est abattu, des fois on se dit faut tout que je refasse. On se dit là ça va le faire et finalement en fait la personne on sait pas pourquoi elle dit non. Enfin moralement il faut s'accrocher, c'est vraiment très challengeant, très prenant. Comme le disait Quentin, c'est dur de faire autre chose. Moi je sais que j'étais moins présent pour mes équipes, moins présent à mettre en place des partenariats commerciaux et autres. Pour autant, je savais qu'il fallait le faire, mais je voulais la clôturer au plus vite pour faire autre chose. Donc à la fin, j'avais beau venir de là, moi j'avoue que
je vais pas quitter le monde de l'expertise comptable non plus pour rien et je ne retiendrai pas pour rien, c'est que faire que ça, que des notions juridiques et financières, ça me barbe. Donc ça m'a un peu gavé à la fin, donc j'avais hâte que ça se termine. Même si après finir avec le crowdfunding, c'était un peu différent, c'était plus de la com et du marketing quelque part. Et voilà, et pour finir, il y a un soulagement une fois que c'est fini. On lâche un peu la pression. Moi, j'avais un objectif, c'est que je savais que mon premier enfant allait naître fin 2023, donc c'était que ça se clôture avant la naissance, et ça s'est clôturé un mois avant, donc j'étais satisfait pour pas allier les deux, et j'avoue que oui, ça a pris quand même j'étais crevé le soir, j'étais des fois crevé le week-end, plus que d'habitude, donc j'étais content que ça se termine avant la maternité. Et comment comment je sortais la tête de l'eau dans tout ça. Moi, que ce soit dans cette phase-là ou dans n'importe quelle phase, c'est le sport. J'ai besoin de. Simon, tu Vraiment le sais. désolé, Kevin, et à tous. Je dois vraiment vous laisser à 14h. Je suis vraiment désolé de t'interrompre, Kevin, mais je dois vraiment filer à 14h30. Je suis désolé. T'inquiète, Merci, je te merci laisse à un mot tous de en la tout cas fin, pour vos retours. avant que tu nous quittes. Non, bah, en fait, je l'ai vécu comme toi, de toute façon, Kevin. Effectivement, c'est un process qui est très compliqué, effectivement, et je rejoins aussi ce que tu disais, François. Des temps forts, des temps faibles. Un jour, on pense que ça va se faire le lendemain, et finalement, le lendemain, on se dit que c'est mort et qu'on n'a aucune chance. Donc, forcément, période dure à stresser, il faut être prêt mentalement à affronter cette phase. C'est clair. C'était pas de tout repos. Merci à tous. En tout cas, j'étais ravi de Merci faire votre beaucoup connaissance d'avoir et été là. bon courage et à bientôt. Au À revoir. bientôt. Merci. Je pense on va essayer de clôturer rapidement. C'est vrai qu'on a un petit peu dépassé. Si jamais il y Ouais. a quelques questions rapidement avant de se quitter, n'hésitez pas. Je vois qu'il y a des questions sur le chat. Ouais. Alors, quelle est la différence? On a une question. Quelle est la différence entre un advisory et un consultant? Ça, c'est pour François, je pense qu'il a. Bon, bah alors, les advisories, c'est les gens vraiment qui sont, on va dire, passionnés par le projet. Moi, j'ai quelqu'un de haut placé dans de grandes boîtes qui me conseille parce qu'ils adorent le projet. C'est des mentors plus que des advisories. Et ces personnes-là, c'est toi qui choisis de les rémunérer. Voilà. C'est toi qui. Moi, j'ai une personne voilà, très haut placée que j'ai rencontrée sur le tas, hein, qui m'a dit j'adore ton projet et qui m'a challengé tous les 3, 4, 6 mois. Et c'est moi qui lui ai dit écoute, est-ce que ça t'intéresserait de devenir advisory et tu seras rémunéré soit pour ta participation au board, soit pour des comités, etc. Alors qu'un consultant, c'est les gens qui te démarchent parce que ils peuvent faire des recherches de financement, parce qu'ils sont leaders dans machin, qui t'ont spoté. Et voilà. Donc, je pense que c'est la démarche qui est inverse. Le consultant, il vient à toi. L'advisory, c'est toi qui choisis. Ok. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Merci à tous ceux qui sont venus sur ce webinaire. Merci aussi à vous, Kevin, François. Merci aussi Quentin qui est parti, mais c'était vraiment top d'avoir vos retours et merci pour l'échange. C'était hyper simple, naturel et avec différentes visions aussi. C'est ce qui est intéressant, hein, trop bien. Super, beaucoup. Kevin. Et bientôt une collab, hein, je t'appelle, on fait des choses sur Skate ensemble, là, c'est sympa. Bah, en vrai, on en fait beaucoup et je suis grave preneur Voilà. d'innovation et de collab, donc avec grand plaisir pour. Empreinte carbone faible, j'ai pas pitché ma boîte parce que c'était pas le but, mais empreinte carbone faible, on est pas mal. On est pas mal. Bah, au plaisir d'en Cool. discuter ensemble, François. Et puis pour tous les autres, si dispo sur LinkedIn pour continuer les échanges si besoin. Et merci Simon pour l'animation et l'invitation dans Pas de quoi. Pas de quoi. Bonne journée tout le monde. Allez, bonne fin de journée. Salut, bye.